Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir donc, à l'École nationale des chartes pour une conférence de professeurs invités. Nous sommes extrêmement honorés et heureux d'accueillir ce soir le professeur Abdelmajid Bakrim, qui est professeur d'histoire de la philosophie et des sciences à l'École normale supérieure de Meknes et qui a été invité donc, à l'École des chartes par François Ploton-Nicolet, notre professeur de langue et littérature latine, pour une conférence intitulée « Réception de la philosophie et des sciences arabo-musulmanes par l'Occident médiéval ». Donc une thématique effectivement tout à fait passionnante et tout à fait dans les thématiques et les domaines traités par l'École des chartes. Je vois dans la salle de nombreux collègues de Paris Sciences et Lettres, de l'École pratique des hautes études, de l'École normale supérieure Ulm, je m'en réjouis. Donc je suis très heureuse de vous accueillir, monsieur le professeur, ce soir. Je vais céder la parole donc à François Ploton-Nicolet pour quelques mots d'introduction et nous sommes très, très heureux, nous avons hâte de vous entendre sur ce très beau sujet. Un immense merci pour votre présence et j'en profite pour vous remercier également pour votre présence mardi au lancement, notre cher UNESCO, les archives au service des nations et des sociétés africaines. Vraiment, on a beaucoup apprécié votre présence, le fait que votre présence à l'école coïncide avec le lancement de cette chaire de coordination et de recherche. Merci à vous. Merci François. Merci beaucoup Michel. C'est une grande joie pour moi de vous présenter mon ami Abdelmajid Bakrim. Abdelmajid est donc philosophe, comme vous l'aurez compris. Il s'est formé à la fois à l'université Mohamed V de Rabat, où il a obtenu une licence de philosophie, et puis très tôt en France, à l'université Paris 1, où il a obtenu un doctorat en histoire et philosophie des sciences, avec une thèse soutenue en 1987 sous la direction de Suzanne Bachelard, ce qui ouvre des perspectives diachroniques formidables, puisque Suzanne Bachelard n'est autre que la fille de Gaston Bachelard et qu'elle avait été formée en grande partie par son père, qui a une place très importante dans sa formation intellectuelle. Et donc la thèse d'Abdelmajid était intitulée « La mécanique cartésienne, genèse et développement ». Et on voit déjà se profiler un profil d'historien des sciences et de spécialiste d'épistémologie. Retourné au Maroc, Abdelmajid Bakrim a été élu professeur en histoire et philosophie des sciences à l'École normale supérieure de Meknes, qui maintenant est un institut rattaché de la grande université Maoula Ismail de Meknes. Ses travaux publiés en langue arabe comme en français portent donc sur l'épistémologie et la philosophie des sciences, sur les questions méthodologiques, et puis sur la pensée arabe contemporaine et ses problématiques propres. Il me serait évidemment très difficile de dresser la liste exhaustive de ces différentes publications. Je signalerai tout de même la traduction d'un ouvrage fondateur en France, L'invention du moi, de Vincent Carreau. Donc il a traduit en arabe pour faire connaître ses travaux dans le monde arabe. De nombreux articles dans les publications de l'École normale supérieure de Meknes. Un article fondateur qui m'a profondément marqué, publié dans le très beau volume spécial de la revue Questio, numéro spécial de 2013, dirigé par Vincent Carreau et Pasquale Porro, sur l'ontologie de la relation, et il y avait donné une contribution intitulée « La relation perceptive selon Alazen et ses retombées philosophiques ».
Et puis enfin, nous attendons avec impatience la publication de son maître ouvrage, encore en cours, sur la méthode, d'un point de vue très général, une méthode pour toutes les théories, depuis les mathématiques jusqu'à la littérature et aux arts. Alors Abdelmajid et moi, nous sommes connus il y a une dizaine d'années. En 2014, j'étais à l'époque maître de conférence à l'Université d'Orléans et on m'avait chargé d'une mission qui convenait bien au chartiste que j'étais. C'est la création d'un master tourné vers les thématiques patrimoniales, à la fois la conservation et la médiation du patrimoine. Et à l'époque, il était très à la mode de monter des formations internationales. Et le vice-président des relations internationales de l'Université d'Orléans, mon ami Bernard Ribémont, m'avait dit que il n'était pas question de monter ça dans son coin en France et que j'étais vraiment invité à me mettre en relation avec les universités qui avaient des partenariats avec celle d'Orléans. Et j'avais repéré dans cette liste l'université de Meknès et l'école normale supérieure. Je me souviens que c'était dans des conditions assez précipitées, puisque mon épouse et moi attendions la naissance de notre premier enfant. C'était une question de semaines. Et mon épouse m'avait dit, dépêche-toi d'y aller, parce qu'il n'est pas question d'y aller après la naissance. Donc j'ai écrit de manière un peu désespérée à l'université Maoula Ismail. Et là, on m'a répondu ce que je n'ai jamais vu dans aucune université européenne. Mais oui, pas de problème, venez la semaine prochaine, prenez votre billet d'avion, et votre réservation d'hôtel est déjà faite. Bon. Donc je me suis précipité là-bas. J'ai passé avec toi, Abdelmajid, et avec un certain nombre de tes collègues qui me sont chers aussi, une semaine absolument magnifique, où nous avons mis en place une belle maquette de master, je crois qu'on peut le dire. Mon seul regret, ça sera que finalement cette maquette n'ait jamais été mise en œuvre à l'Université d'Orléans, alors qu'elle a tourné pendant plusieurs années à l'École normale supérieure de Meknès, et ça c'est vraiment ma fierté. Alors l'invitation d'Abdelmajid signifie beaucoup, à la fois pour l'École des Chartes et pour moi. Pour l'École des Chartes, elle entre en consonance avec une actualité brûlante. Michel nous parlait à l'instant de la chaire Afrique, chaire de l'UNESCO, que l'école a obtenue il y a quelques mois et que nous avons inaugurée avant-hier. Donc c'est l'Afrique au sens le plus vaste du terme, et d'ailleurs nous avons retrouvé là-bas le directeur des archives royales du Maroc, avec qui nous avons une conversation très, très cordiale. Je citerai aussi notre master d'histoire transnationale, particulièrement sensible à la question des transferts culturels, et c'est précisément de cela que va nous parler Abdelmajid ce soir. Quant à mes centres d'intérêt personnels, mes élèves savent que dès la première année, je les incite à conquérir de nouvelles disciplines, y compris celles qui ne sont pas les plus familières dans notre école, et la philosophie, la théologie aussi en font partie. Et puis je les invite aussi à conquérir de nouveaux horizons. L'école des Chartes est évidemment par nécessité et par fonction tournée vers la France et de manière plus générale l'Occident latin, mais j'aime au moins à rappeler qu'il existe aussi un Orient, qu'il soit byzantin ou qu'il soit arabe, et ça a donné lieu à quelques très belles thèses d'école des Chartes dernièrement. Pour ne citer qu'un travail en cours, le sujet qu'a inscrit Hildemar de Cointet, qui est présent dans la salle, sur un prédicateur dominicain en terre d'islam. Donc ce prédicateur, Ricolfo da Montecroce, portait la pensée occidentale en terre d'islam,
Et selon un mouvement inverse, Abdelmajid va nous parler des savoirs arabes et de leur réception par l'Occident latin. يا صديقي العزيز حضورك يسعدني كثيرا كتعرف ويكرم كل دي شارت. شكرا لك ونستمع لكلماتك. شكرا لك. Bonjour tout le monde. D'abord, mes remerciements vont à mon ami François, pour le temps qu'il Madame la directrice, tout le corps administratif de l'école, qui m'ont accueilli, qui m'ont facilité la tâche, à divers niveaux. Alors, quand mon ami m'a proposé de venir en professeur invité et de prononcer une conférence, ma foi, j'ai pensé à ce qui pouvait intéresser, ce qui s'inscrivait dans la vocation de l'école déjà, plutôt l'époque médiévale. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'époque médiévale, ni de la philosophie médiévale. Je viens de l'épistémologie, du faire des sciences. Mais j'ai trouvé ce sujet, la réception de la philosophie et la science arabo-musulmane par l'Occident médiéval, très intéressante. Ça serait pour moi l'occasion, non pas d'emprunter les sentiers battus, c'est-à-dire parler de l'averroïsme latin ou de l'avicénisme latin. Je pense que ce sont des sujets qui ont été très étudiés, mais j'ai choisi des personnages moins connus, mais néanmoins ont façonné et ont marqué l'histoire universelle de la philosophie et des sciences. Bon. Alors, vous conviendrez que le thème est vaste, tant par l'importance du legs légué ou du corpus légué par les Grecs, hein, que les Arabes sont allés chercher dans les contrées les plus lointaines et à prix d'or, et tant par l'apport considérable tiré de leurs fonds propres. Et donc une bonne partie reste encore à dépoussiérer. Alors vous conviendrez donc qu'on est obligé, contraint d'opérer un choix et procéder à un tri d'essais théoriques transmis au monde occidental. Alors j'ai pris le critère de l'impact, le degré d'impact de ces idées sur le Moyen-Âge latin et le processus des idées, que ce soit par la solution qu'elles apportaient à la problématique majeure qui a dominé l'époque, à savoir la problématique de la foi et de la raison, ou encore par la création d'une nouvelle problématique, celle qui fera surgir la pensée moderne. Les deux sont étroitement liés. L'époque moderne, c'est un peu le point culminant de ce qui s'est fait au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est une époque très riche conceptuellement, et donc tout a été préparé là, en fait, pour des raisons évidentes, parce que les philosophes, surtout les philosophes, travaillaient, mais au-dessus de leur tête, le coup de Périclès, parce qu'ils devaient justifier la légitimité devant la théologie, devant la religion, de leur travail philosophique, surtout que l'héritage est un héritage grec, païen, donc il fallait très vite trouver sa place dans le paysage culturel du monde islamique. Alors, à propos de cette problématique, philosophie, théologie, une mise au point s'impose. On a l'habitude de décrire le travail accompli par les philosophes du Moyen-Âge comme étant une tentative de conciliation. Personnellement, je récuse cette appellation
je la trouve impropre à qualifier un processus logico-conceptuel. La conciliation se fait entre les sujets, pas entre les idées. Alors, de quoi s'agit-il donc? Il est demandé aux philosophes, en fait, d'appliquer tout simplement la méthode scientifique, qui a déjà cours depuis les Grecs, dans les sciences mathématiques. C'est-à-dire, rappelons-nous, l'injonction faite par Platon, en particulier aux astronomes, au livre 7 de la République. Il les invitait à faire comme font les géomètres, c'est-à-dire partir d'une théorie, d'une hypothèse, et déduire les phénomènes célestes. Voilà la méthode de la science. Il s'agit de déduire, il s'agit d'expliquer, il s'agit de comprendre les phénomènes, qu'ils soient célestes ou terrestres, physiques, etc., qu'on voudrait comprendre. Et c'est exactement ce qu'ont fait les philosophes à ce propos. Ils devaient, sauf que ça s'est déroulé sur une longue période, une longue durée, parce que le concept ne se sculpte pas sur le champ. Il a tout un cycle de vie dans lequel il est clarifié, distingué, etc. Contrairement au concept mathématique ou scientifique en général. Alors ça requiert un travail spécifique. Bon. Vous savez, Descartes a déjà dit dans une lettre à la princesse Élisabeth du 21 mai 1943 que toute la science des hommes consiste à clarifier et distinguer les concepts. Voilà. Je considère, il le dit, que toute la science des hommes consiste à clarifier les conceptions, comme il dit. Alors, il s'agit donc ici de partir d'une théorie philosophique. En l'occurrence, ce sera la théorie aristotélicienne, avec le monde arabe teinté de néoplatonisme, etc., et de déduire les vérités de la foi. Voilà. Déduire les vérités de la foi. Si bien que c'est un travail qui a été fait, qui a été commencé dans le monde islamique, mais même avant, mais d'une manière institutionnelle, par le monde islamique, parce que c'est le monde qui a connu le premier, avant l'Occident latin, Aristote, dans sa totalité. Et l'époque moderne coïncide avec la fin de la problématique. En fait, la problématique philosophie-théologie, dans sa dimension conflictuelle, a été résolue avec, à l'orée de l'époque moderne. Et là, c'est une autre problématique qui va surgir à partir du copernicianisme, etc., qui va, bien entendu, poser des problèmes non seulement à la philosophie, mais aussi à la théologie. Alors, ce travail fait sur cette durée, Moyen-Âge islamique, qui était en fait l'âge d'or de l'histoire de l'islam, et Moyen-Âge latin, c'est une seule histoire. Deux géographies différentes, mais une seule histoire. C'est une histoire universelle. Puisque des philosophes comme Ibn Rushd, son nom universel, c'est Averroès. Ibn Sina, son nom universel, c'est Avicenne. C'est une seule histoire. On commet l'erreur, surtout les historiens arabes, de commencer le Moyen-Âge avec Al-Kindi, 8e siècle, et 8e, 9e, et le terminer avec Averroès. Or, Averroès et Avicenne ont eu un prolongement dans le contexte latin. Et donc, ils avaient une vision un petit peu tronquée de la chose, et la rationalité de cette histoire même de la philosophie arabe se trouve manquant sa raison suffisante. Il n'y a pas de raison suffisante. La raison, elle viendra avec le travail accompli par les latins.
Alors, quant à la méthodologie que j'adopterai, eh bien, elle se fonde sur la notion de système. C'est-à-dire, je ne considère pas l'histoire de la philosophie comme une pratique isolée, mais dans sa dialectique avec l'histoire des sciences, et vice-versa. Autrement dit, si on parcourt l'histoire de la philosophie, eh bien on constate des blancs, des chaînons manquants. Et parfois, on va chercher à combler ces lacunes, ces blancs, par des données hétérogènes à la pensée théorique. On peut donner dans le psychologisme, dans le sociologisme, etc. Et ça, c'est faux. Épistémologiquement, c'est inacceptable. Les idées s'expliquent par d'autres idées. Voilà. Alors qu'il suffisait d'aller chercher à côté, c'est-à-dire dans l'histoire des sciences pour les philosophes, dans l'histoire de la philosophie pour les historiens des sciences, et trouver la clé, la solution. Cette interaction philosophie-science est visible surtout dans les périodes décisives. Elle est claire. C'est-à-dire les périodes de grandes crises de fondement. Des crises de la raison. Par exemple, la crise des irrationnels chez les pythagoriciens. On ne peut pas comprendre Platon, Aristote sans cette crise. C'est une crise qui a surgi dans le domaine mathématique, dans la démiurgie mathématique, mais elle a une dimension philosophique. Rappelons-nous que c'est Pythagore qui a inventé le terme philosophos. Pour quelle raison? Parce qu'il croyait qu'il avait trouvé le secret du monde, à savoir le nombre et la figure. Tout se réduit aux mathématiques. La crise des irrationnels a montré que même les mathématiques sont approximatives, sont irrationnelles, quand on a découvert la racine carrée de 2. Un nombre infini. Non seulement infini, mais paradoxalement, on est devant un phénomène qui ressemble au phénomène naturel, c'est-à-dire changeant, contradictoire. Puisque les chiffres étaient classés ou bien pairs ou impairs, eh bien racine carrée de 2, c'est un chiffre, d'abord infini, il est imprononçable, donc irrationnel, et puis il est une fois pair, une fois impair. Plus on va dans la précision, eh bien il change. Il est contradictoire. C'est-à-dire c'est une crise grave parce que ça a relégué les mathématiques, ça a menacé la scientificité des mathématiques. Vous savez, on refusait, il faut voir Platon par exemple, il ne donne aucun crédit à la nature. La nature n'est qu'une imitation déformée du monde des idées, donc il faut aller chercher dans le monde des idées la vérité. Eh bien, on a trouvé ça dans les mathématiques aussi. Les mathématiques, c'est comme la physique, elle est contradictoire, elle est changeante. Et donc, en résolvant le problème mathématique, on résoudra le problème physique. Ça sera Aristote qui le fera. Et c'est pour cela que le premier texte de physique qui va régner sur l'histoire de la physique, c'est le texte d'Aristote. Moi, je suis d'accord avec Heidegger quand il dit que ce texte fonde la civilisation humaine, puisqu'il donne le point de départ de la science, la véritable science, dont on recueille aujourd'hui les fruits. La même chose arrivera avec la théorie copernicienne. La théorie copernicienne aussi posera un problème et philosophique et théologique. C'est-à-dire,
Pour la première fois, nous sommes devant une théorie ou un monde, au moins à l'époque, 2000 fois plus grand, plus vaste que celui de Ptolémée. Et ça pose le problème de à quoi bon tout ce vaste monde dans lequel l'homme est écrasé. L'homme n'est qu'un grain de sable. Hein? Rappelons-nous Pascal. Hein? Autrement dit, le monde a écrasé l'homme, il l'a néantisé. Il fallait qu'on cherche un autre critère pour que l'homme redevienne ce qu'il était avant, c'est-à-dire au centre des choses. D'où le cogito cartésien, bien entendu, je pense. Le monde ne pense pas. Donc c'est le monde qui est néantisé par la pensée. Et donc la philosophie cartésienne en particulier, c'est une solution à la problématique philosophique posée par Copernic. Voilà, ça c'est pour donner on ne peut pas comprendre Descartes sans le copernicianisme. On ne peut pas comprendre Aristote, Platon. Vous savez, Platon, il a écrit sur le fronton de l'Académie, nul n'entre sine géomètre. Si nous n'entre sine géomètre, c'est-à-dire que nous avons un problème posé par la géométrie, mais qui n'est pas de nature géométrique. Alors, entre les deux, et dans une moindre mesure, mais qui n'est pas banale et anodine, c'est la théorie optique d'Ibn al-Haytham, le Al-Hazen des Latins. Alors, Ibn al-Haytham va nous donner une théorie de la vision qui sera la base de toutes les théories de la connaissance, surtout chez les nominalistes, au XIVe siècle. Et ça va bouleverser tout le système théorique. L'optique deviendra un paradigme et préparera la voie à l'époque moderne, à la pensée moderne. Mais avant d'attaquer de front notre propos, permettez-moi de faire un bref survol historique. D'abord du passage du corpus grec dans le monde arabo-musulman. Et dans un deuxième temps, le transfert à l'Occident du même patrimoine développé et enrichi par les musulmans. La vague de traduction du grec à l'arabe s'est faite par le biais des traductions syriaques et accessoirement à partir du grec. C'était un mouvement de grande envergure qui s'est étendu du 8e au 10e siècle. Alors, dans un premier temps, par des particuliers, financés par des mécènes, des princes en général, sous la dynastie omeyyade, la première dynastie musulmane. Puis de manière systématique et institutionnalisée, dans le cadre d'un centre de recherche bien structuré, qu'on a appelé la maison de la sagesse, maison Bayt al-Hikma, en 762, fondée par Al-Mansour, et la maison de la science, Dar al-Ilm, par son fils, Al-Mahdi, sous la dynastie abbasside, dont le territoire s'étendait de l'Andalousie aux confins de l'Inde. Les motifs de ce mouvement, du moins à ses débuts, sont loin d'être élucidés. Est-ce qu'elles étaient politiques, purement scientifiques, ou encore purement liées au diwan, c'est-à-dire à l'administration, parce que l'administration avait besoin d'organiser la chose publique, surtout dans les contrées, surtout dans le vaste empire. Et on a traduit du persan parce qu'il y a des civilisations qui étaient en avance. Alors, les traducteurs étaient en général des Arabes. Il y en a des chrétiens, la plupart des chrétiens, arabes chrétiens. Certainement descendants des chrétiens qui ont fui la répression romaine. Ou sabéens,
ou musulmans. Les plus célèbres, Hunayn ibn Ishaq, c'est une famille chrétienne, c'est une famille de traducteurs. Les musulmans Banu Moussa, des mathématiciens, ils sont 3 frères. Thabit ibn Qurra, c'est un grand astronome et mathématicien. Il sera cité au Moyen-Âge jusqu'à Galilée, il le cite, Copernic le cite aussi. Alors, on a traduit dans un premier temps les documents liés aux méthodes d'organisation et de gestion des affaires publiques, du sanskrit, du persan ou du syriaque. Et puis les textes scientifiques, astronomie et géométrie, et enfin les textes philosophiques, d'Aristote essentiellement, y compris des principaux commentateurs néoplatoniciens. Les seuls textes non traduits du corpus grec, ce sont les tragédies, les épopées, bien entendu, pour des raisons évidentes. Mais il faut signaler aussi que les terres conquises étaient loin d'être des no man's land en matière de sciences et de philosophie. Il y avait le centre d'Alexandrie, en Andalousie, Cordoba, il y avait toute une histoire derrière. Certains textes scientifiques fondamentaux ont été traduits et maintes fois revus et corrigés, comme les éléments d'Euclide, l'Almageste de Ptolémée, ainsi que les textes de médecine et d'optique. Venons-en à présent à notre propos proprement dit, à savoir la réception du corpus philosophique scientifique arabo-musulman par l'Occident médiéval. À partir du XIIe siècle, commence la vague de traduction de l'arabe en latin, basée pour l'essentiel à Tolède, donc le centre dirigé par le célèbre Gérard de Crémone, ou officier aussi Michel Scott, c'est lui qui a traduit Averroès. Puis aussi d'autres centres, comme celui de Salerne. Ce mouvement de traduction allait s'étendre sur 2 siècles, le XIIe et le XIIIe, mais continuera de manière sporadique jusqu'au XVIIe. Par exemple, je pense à cette histoire, philosophique de Hayy ibn Yaqdan. Il a été traduite par Pocock, du philosophe Ibn Tufayl. Ibn Tufayl, c'est un peu le maître d'Averroès. Il a écrit cette histoire imaginée d'une personne qui se trouvait naufragée peut-être dans une île déserte, et il n'a appris aucune langue, il a vécu parmi les bêtes, mais il a fait travailler son intellect, il est arrivé même jusqu'à connaître qu'il y a un principe premier, mais en fait ce qu'il a découvert, c'est la philosophie d'Aristote teintée de néoplatonisme, mais c'est une histoire très intéressante. On voit la philosophie en situation, que Pocock a traduit en 1670, et dont Leibniz, entre autres, ne tarissait pas d'éloges. Il en parlait dans plusieurs lettres, puisqu'il a été, ce texte traduit en hollandais, en allemand, voilà. Ça, c'est le philosophus autodidactus, le philosophe autodidacte. Hayy ibn Yaqdan, littéralement, c'est le vigilant, le vivant, fils du vigilant. Voilà. Alors, quel était l'état des lieux de l'Europe à ce moment? L'état des lieux théorique, philosophique et scientifique. Les principaux textes scientifiques et philosophiques grecs étaient soit perdus, soit disséminés, ça et là, dans des bibliothèques ecclésiastiques ou privées. Alors, seuls quelques dialogues de Platon, le Timée, Phédon en général, en particulier, circulaient,
mais on ne connaissait d'Aristote que quelques éléments de sa logique. Pour eux, Aristote n'était pas philosophe, c'était un dialecticien. Donc on ne connaissait ni les traités de physique, de métaphysique, d'âme, etc., de l'âme, etc. Donc au milieu de tout cela, bien entendu, se dressait le nom de saint Augustin, de Boès, dont le projet de traduction des œuvres d'Aristote est resté inachevé. Mais avant que le mouvement de traduction ne soit institutionnalisé en Europe, le contact était déjà établi avec l'Andalousie, dès le Xe siècle. Je pense à Gerbert, qui était futur, il allait devenir le pape, Sylvestre II, de 999 à 1003. Et d'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée des croisades. C'est lui qui a lancé le premier l'idée des croisades. Et donc, il a séjourné en Andalousie, il a appris l'arabe, introduit des chiffres arabes, dits arabes, les chiffres dits arabes, traduit des textes mathématiques en particulier,